Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. On va parler tout de suite de la canicule qui fait suffoquer la France. Mais d'abord, juste un mot de Marc Bloch qui entre au Panthéon aujourd'hui. Emmanuel Macron présidera la cérémonie. Vous retenez quoi en quelques mots de cet historien, de ce résistant ? Bien, vous venez de tout résumer, un historien et un résistant hors norme qui est déjà dans notre histoire, qui est dans notre héritage et qui maintenant va effectivement rentrer dans cette belle maison. C'est un beau moment, une belle journée et je pense qu'il y a des choses à célébrer et ça en fait partie. La canicule, 54 départements sont aujourd'hui en vigilance rouge. Plusieurs records absolus de chaleur ont été battus, Rennes, Angers, Bordeaux. Et pourtant, sur X, dimanche, Emmanuel Macron s'est contenté de dire « Veillons les uns sur les autres, soyons collectivement attentifs à nos aînés, à nos enfants et aux personnes isolées ou fragiles ». Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce que vivent en ce moment les Français ? Rappeler des mesures de bon sens, des propos évidents, je pense que ça fait jamais de mal dans les temps qui sont les nôtres. Et malheureusement, le drame que vous avez commenté dans votre journal le rappelle avec ces 2 enfants qui ont été retrouvés morts dans une voiture. Une fois qu'on a dit ça, je pense que l'enjeu, c'est pas de chercher de la polémique, mais de rappeler une stratégie qui est celle de l'accompagnement au changement climatique, que personne ne découvre, mais qui s'accélère inlassablement et inéluctablement. C'est ce que nous avons fait depuis 2017 avec un certain nombre de mesures, l'accompagnement dans nos capacités de production, dans nos démarches de nos loger, de nous déplacer, mais également sur des lois très importantes comme la loi climat et résilience. Je ne suis pas en train de vous dire que tout a été fait et que plus rien n'est à faire. Je suis en train de vous dire qu'il y a une trajectoire qui a été mise en place de transition, d'accompagnement au changement climatique sans punition et que nous devons continuer à accélérer. Un coup d'arrêt a été mis depuis 2024 et nous devons continuer. Si je peux me permettre, le fonds vert de l'État qui était destiné aux collectivités locales pour accélérer justement la transition écologique dont vous parlez est passé de 2,4 milliards en 2024 à 837 millions pour 2026, dont près de 20% qui sont gelés. C'est précisément ce que je viens de vous dire. Beaucoup a été fait. Il y a eu un coup d'arrêt, effectivement, suite à la dissolution et depuis 2024. Et nous continuons inlassablement à effectivement faire en sorte que dans l'hémicycle, pendant les périodes de budget, eh bien, nous ne revenons pas, nous ne rognions pas sur cette démarche énergétique et climatique, puisque lui, le réchauffement climatique, il ne nous attend pas. Il continue à avancer. Donc ça veut dire que les 20% de ces 837 millions pour 2026 qui ont été gelés récemment, le PS réclame le dégel de ce fonds vert pour les collectivités. Vous dites, oui, il faut dégeler. Il faut regarder, le budget se prépare maintenant. Vous savez, souvent, on considère les débats budgétaires au moment où ils arrivent dans l'hémicycle. En réalité, ils commencent dès maintenant à être préparés. Chaque famille politique est reçue à Bercy, ils travaillent et ça fait partie, effectivement, des mécanismes que nous regardons, mais pas uniquement. Attention à ne pas croire à la solution miracle et unique. C'est toute une économie que nous devons emmener vers cette transition, vers ce changement climatique, sans revenir sur quelque chose, c'est-à-dire notre capacité à produire. Parce que sinon, on n'arrive pas à financer les politiques de changement et d'accompagnement climatique. Alors, les écologistes réclament la mise en place d'un congé climatique de 5 jours maximum par an. Alors, ce serait un dispositif qui permettrait aux salariés de s'absenter en cas de canicule. Alors, pour Gabriel Attal, dont vous êtes proche, c'est une très mauvaise solution. Marine Tondelier, qui est la patronne des écologistes, lui a répondu. Elle lui a dit qu'il n'avait jamais travaillé ailleurs que dans des ministères climatisés du 7e arrondissement de Paris. Vous lui répondez quoi ce matin, Marine Tondelier ? Bravo, c'est vraiment à la hauteur du moment et du contexte politique que nous vivons et du contexte climatique que les Françaises et les Français subissent. Je dois le dire assez simplement. Les écologiques, Europe Écologie Les Verts, parce que plein de Français ont l'âme écologique et essaient d'avancer, de faire bouger les choses de façon pragmatique. Mais Marine Tondelier dessert la cause qu'elle est censée défendre. À chaque problème, c'est une nouvelle taxe ou un nouveau congé. Elle nous explique toute la journée qu'il faudrait faire d'un grand débat national autour de la clim ou pas de la clim. Franchement, est-ce que c'est vraiment à la hauteur du moment ? Ce congé climatique, il existe déjà en Espagne depuis fin 2024. Très bien. En fait, le sujet, c'est quoi ? C'est de produire mieux ou de produire moins ? C'est de se déplacer moins ou de se déplacer mieux ? Je pense qu'à un moment, il faut prendre le sujet tel qu'il arrive sérieusement. Et donc oui, nous devons pouvoir accompagner nos économies, c'est ce que nous faisons notamment en termes de souveraineté, en termes d'industrie, en termes d'énergie décarbonée. Et sur tous ces enjeux-là, mais Europe Écologie Les Verts, on ne les a pas beaucoup entendus. Donc vous dites, congé climatique, c'est une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée sur une vraie problématique. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal la dernière fois. L'enjeu, c'est pas de moins travailler, c'est de mieux travailler, de mieux se déplacer, de mieux se loger. Donc est-ce que
la solution, c'est pas la clim. Le Rassemblement national propose un plan massif de climatisation pour les établissements scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite. Est-ce que le RN n'a pas raison finalement de protéger les plus jeunes et les plus fragiles? Le RN a parfaitement... Vous venez de dire quelque chose qui me fait sourire. Est-ce que le RN a raison? Mais le RN, il a raison quand? Les jours pairs, les jours impairs, le lundi, le mardi, il change d'avis comme de chemise, mais plutôt sur comme de cravate. Sur ce point de vue-là, Mais sur la faut pas, clim. vous savez, concernant le Rassemblement national, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je ne vous parle pas d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, il y a quelques semaines encore, il nous expliquait que les rapports du GIEC disaient strictement n'importe quoi sur le réchauffement climatique et qu'on était en train de s'énerver, de s'agacer dans l'hémicycle sur un certain nombre de mesures, de lois et de politiques publiques que vous venez de dénoncer pour rien. Et d'un seul coup, il nous lance un grand plan clim, lancé tout azimut, sans aucune stratégie et aucune démarche. Alors qu'en parallèle, il nous explique qu'il faudrait financer le démantèlement des éoliennes dans notre pays. Je pense qu'à un moment, il faut un peu de sérieux. Mais est-ce que la clim a des vertus quand même bien pour sûr, vous, mais bien sûr. Et pour quel type d'établissement alors? On va se le dire, on est sous clim là dans ce Et plateau. on est très bien. Oui, on est très bien. Sinon, comment feraient les techniciens et tous les salariés de France Télévisions pour travailler correctement? Bien sûr que la clim est une solution. Et je ne vais pas commencer à faire Marine Tondelier ce matin avec vous sur ce sujet-là, à dire peut-être un peu ou jamais. Mais maintenant, il faut aussi prendre les responsables politiques. Et pour quel type d'établissement? Par exemple, vous dites les écoles, c'est une bonne idée, les hôpitaux, c'est une bonne idée. C'est du bon sens. L'UDR, Éric Ciotti, qui est l'allié de Rassemblement national, a déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire la climatisation dans les écoles et dans les EHPAD. Est-ce que vous la voterez? Non mais il faut voir comment ils construisent leurs lois. Enfin, et je suis très contente que d'un seul coup, il y a... Vous savez, c'est de la politique marketing, c'est de la proposition de loi marketing. Ça fait depuis 2017 qu'on avance sur ces sujets. Et à chaque fois, UDR, les alliés de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, avec M. Éric Ciotti, ne proposent rien à part lutter contre le budget, lutter contre les énergies mixtes. Vous dites, il y a une forme de logique. Il y a une forme, pardon, de populisme. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont à l'Assemblée nationale. La seule et unique loi qu'ils ont réussi à nous proposer, c'est une loi pour l'aménagement des peines pour les élus condamnés. Excusez-moi, alors maintenant ils se réveillent et on en parle sur les plateaux télé. Peut-être que ça fait bien, mais il faut aussi ouvrir les yeux et pas se laisser berner. Donc oui, nous devons continuer à avancer, mais avancer de manière extrêmement stratégique et mesurée par rapport à tout ce qui a été fait. Une démarche d'accompagnement, mais aussi d'accélération de ces politiques d'accompagnement. Le rapport administratif suite à la mort de la petite Liana laisse apparaître des défaillances individuelles. Gabriel Attal veut instaurer une culture de la responsabilité et de la sanction. Est-ce que ça veut dire que les magistrats ne sont pas assez sanctionnés aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut que cette culture rentre pleinement dans cette administration. Et loin de moi l'idée de pointer du doigt l'entièreté de la justice, mais force est de constater, et je crois que c'est le garde des Sceaux qui l'a rappelé hier aux 20h, qu'il y a eu des dysfonctionnements personnels. Et quand des dysfonctionnements personnels sont mis en exergue dans des rapports détaillés et circonstanciés, il faut que des responsabilités et des sanctions soient appliquées. Sinon, les Français ne le comprendraient pas. Mais Gabriel Attal veut une nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature en y intégrant des représentants d'associations de victimes. Qu'est-ce que ça changerait? Il faut une réforme complète et globale. Il faut qu'on puisse voir ce qui s'y passe et pouvoir juger quand il y a des défaillances. Je pense que c'est important, je pense que c'est ce qui est demandé. Et pardon, c'est du bon sens. Mais la culture de responsabilité que pose Gabriel Attal, ça ne va pas jusqu'à Gérald Darmanin, qui effectivement, c'est sous sa responsabilité que l'institution a failli. Mais là, ce que nous devons Ça ne pose pas la question de sa démission. Mais en fait, il faut se poser la question plutôt sur l'efficacité de la capacité à voir les dysfonctionnements qui ont eu lieu. Est-ce qu'on va pouvoir effectivement refonder, réformer cette institution et apporter des réponses aux parents, aux familles, aux Français qui le demandent, si on n'a plus de ministre d'un coup et que l'instabilité politique règne? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la lumière soit faite sur ces dysfonctionnements, les responsabilités soient établies et les sanctions, j'insiste, les sanctions soient prises. Je ne parle pas de simple mutation, je parle de sanctions. Le pas de vague, ça doit se terminer. Un mot aussi de la présidentielle qui bat son plein au sein du bloc central. Officiellement, Gabriel Attal et Édouard Philippe refusent d'entrer dans une guerre, sauf qu'en coulisses, ça s'échauffe et certains, au sein de votre camp, évoquent déjà une primaire sauvage mortifère. Alors écoutez, moi je fais partie, comme vous le dites, d'un de ces camps, d'une de ces familles, et je ne vois pas de primaire mortifère. Je vois un débat de fond qui se met en place. Je vois pour notre part un candidat, Gabriel Attal, qui est tambour battant sur le terrain, entre 2 et 3 déplacements par semaine, parce que la campagne, elle ne se fera pas par petites phrases, elle ne se fera pas par petits à-coups ou coups de menton, elle se fait sur le terrain. C'est pas une petite phrase lors de son premier meeting quand il a lancé « Je laisse à d'autres le sang et les larmes ».
c'est une petite pique quand même vis-à-vis d'Édouard Philippe. Vous le voyez comme ça, moi je le vois plutôt comme une démarche assez simple. Nous voulons mener une campagne optimiste, résolument tournée vers l'avenir, portant une ambition. Ça ne veut pas dire que nous sommes naïfs sur les défis à relever, mais je pense que nous avons besoin aussi de relever la tête et de nous dire que nous sommes capables en tant que Français. Nous sommes une belle nation, pleine de compétences et de talents. Et je pense que la politique, enfin, doit se détourner des petites phrases et des slogans pour porter des mesures concrètes. Et c'est ce que Gabriel fait sur le terrain, tambour battant. Lors de ce premier meeting, il y avait pas mal d'absents. Il n'y avait pas Elisabeth Borne, il n'y avait pas Aurore Berger, la ministre de l'égalité femmes-hommes, il n'y avait pas la patronne de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle n'y croit pas? À ce meeting, il y avait plus de 5000 personnes. 5000 adhérents, sympathisants, mais aussi des personnes qui ne croyaient peut-être plus en la politique, qui ne sont adhérents à aucune famille politique et qui se sont dit qu'un nouvel espoir est peut-être né et peut-être là avec Gabriel Attal. Et c'est ça que je reconnais. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas d'additionner des cartes politiques ou des personnalités politiques, dont les Français d'ailleurs peut-être sont un peu fatigués. C'est plutôt de réunir les Français dans leur globalité. Et à l'arrivée, c'est ça qui compte. Ça va se gérer comment entre Édouard Philippe et Gabriel Attal? Les sondages feront office d'arbitre? Vous savez, il y a un comité de liaison qui est mis en place dessus, avec Christophe Béchu pour Horizon par exemple, Hervé Marseille pour l'UDI, avec Franck Riester pour Notre Famille Politique. Et ils travaillent à cela. Oui, il n'y aura qu'un seul candidat de cette union pour le premier tour. Et je pense pouvoir savoir qui ce sera Gabriel Attal. Merci à vous. Bonne journée, Brice Catevno.